0,3% pour la hausse des prix en juillet, un résultat plutôt meilleur que prévu. Mauvaise note en revanche pour le commerce extérieur, le déficit pour le même mois de juillet a dépassé 3 milliards de francs. Les livraisons d'armes à l'Iran, peut-on contrôler ce trafic? Exemple, la ville de Zeebrugge en Belgique. Attention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, toute une série de chiffres à la une de l'actualité ce soir. Si je vous dis 39 et que je vous précise qu'il s'agit de température, vous allez penser que c'est un peu élevé. Effectivement, la France avait chaud aujourd'hui, 39 degrés, c'était la température à Auch et à Bordeaux, record de la journée. Tout le sud-ouest étouffé, il faisait encore 37 à Toulouse. Vous allez le voir, à Marseille, ce n'était pas mal non plus. Roland Sicard, Robert Rosier. 35 degrés à l'ombre et le mercure qui continue à grimper dans les thermomètres, la canicule est bien là. Alors, à Marseille, même si on a l'habitude des grosses chaleurs, Alors, évidemment, le sujet est parti un petit peu vite. Je pense qu'une machine s'est accélérée brutalement sans le vouloir. Je vois si nous allons pouvoir le repasser. La canicule à Marseille cet après-midi sur le Vieux-Port, le reportage de Roland Sicard. 35 degrés à l'ombre et le mercure qui continue à grimper dans les thermomètres, la canicule est bien là. Alors, à Marseille, même si on a l'habitude des grosses chaleurs, chacun a pris des mesures. On se replie sur les plages, on ouvre les parasols, on cherche l'ombre, on ajoute un glaçon dans les verres et on essaye de lutter. Et je bois, regardez, j'ai toujours de l'eau avec moi et je me baigne souvent. De rester à l'ombre et de rien faire. Lui, c'est à l'ombre, c'est rien. C'est comme les vaches, on regarde passer les trains. Il faut beaucoup boire, là. Pas du chingantier, hein, des eaux plates, hein, plutôt. Bien sûr, ici, on aime la galéjade, mais la canicule pose tout de même des problèmes sérieux. Hier à Marseille, près de 40 hospitalisations pour des malaises dus à la chaleur sur les plages. Principales victimes, les personnes âgées et les enfants. En fait, quand il fait très chaud, la plage n'est pas la meilleure solution. Il fait trop chaud, il y a des risques d'hydrocution, des risques de coups de chaleur, et les parasols, c'est pas la panacée. Le plus sûr, c'est d'être raisonnable, profiter du soleil avec mesure, aller faire tempête avant d'avoir trop chaud et attendre que ça passe. Voilà, c'est la chaleur qui a fait s'étouffer la machine. Alors je vous le dis tout de suite, il va faire beau ce week-end, un petit peu moins chaud quand même, nous le verrons à la fin de cette édition avec Sophie Davant. Deuxième chiffre, c'est 0,2 ou 0,3. Là, il y a une petite hésitation car ce n'est qu'un chiffre provisoire, c'est la hausse des prix en juillet. Un résultat correct qui satisfait le ministre des Finances. Par rapport à nos voisins, car c'est toujours comme cela qu'il faut mesurer nos résultats économiques, la France fait mieux en juillet que l'Italie ou la Belgique, par exemple, moins bien en revanche que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, qui en juillet enregistrait carrément une baisse de son indice. Alors, revenons aux chiffres français, Philippe Sassier. On peut dire qu'en France, la hausse continue de se ralentir ? Oui, on peut le dire, et surtout ce qu'il faut noter, c'est que la différence de taux d'inflation entre la France et l'Allemagne ne cesse de diminuer. Elle est actuellement d'environ 2,7 points, malgré la stabilité absolue, on l'a vu, des prix allemands en juillet. À la fin de l'année, on peut donc espérer que cet écart sera réduit à 2 points. Ce serait le plus faible jamais enregistré entre les étiquettes des deux côtés du Rhin. Ce mouvement paraît signifier que les entreprises françaises retrouvent de la compétitivité, ce qui ne se traduit pas encore, on le verra dans un instant, dans les résultats du commerce extérieur toujours médiocre. La réduction de cet écart d'inflation entre la France et l'Allemagne pourrait permettre une détente sur les taux d'intérêt français dont on redoute une hausse, ce qui explique la morosité actuelle des marchés des obligations. On peut espérer, disent certains spécialistes, une baisse des taux à court terme de l'ordre de 3/4% d'ici à la fin de l'année. Il reste maintenant à savoir quel sera le score des prix pour l'ensemble de l'année 87. Les 2,4% prévus sont déjà atteints. Nous réaliserons probablement, comme le dit l'INSEE, 3,5%, mais un peu partout dans le monde, les prévisions de prix sont révisées, Hervé, à la hausse. Merci Philippe. Chiffre encore pour un autre résultat économique. Cette fois, c'est un chiffre qui clignote en rouge. 3,1
3,1 milliards de francs. C'est le déficit du commerce extérieur en juillet. Mauvais résultat donc, qui confirme la tendance des mois précédents. La France a du mal à vendre ses produits à l'étranger, y compris dans des secteurs où nous étions traditionnellement forts. Exemple, les machines, les biens d'équipement. Jusqu'à l'année dernière, dans ce domaine, la France était excédentaire. On en vendait plus à l'étranger qu'on en achetait aux autres. Eh bien, ces derniers mois, la tendance s'est inversée. Geneviève Moll, Didier Dahan. Dans cette vieille usine Berthier, à Saint-Étienne, on construit ce tour qui permettra de fabriquer à Tarbes des tourelles de chars. La vieille carapace abrite aujourd'hui l'une des usines les mieux équipées du monde. Elle fait partie du sauvetage du plan machine-outil mis en place en 82 et qui a créé Machines Françaises Lourdes, MFL. Depuis 5 ans, on a investi ici 300 millions de francs en matériel, 500 millions en formation, en installation de cellules de recherche et de développement, en recrutement. Nous étions 2% de l'effectif en ingénieurs en 83 et c'était plus qu'insuffisant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre 12% et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes vraiment en train de déboucher sur le succès. Cela a été capital pour Berthier, car le manque d'hommes qualifiés était l'un de ses problèmes avant 82, comme il l'a été pour toute la machine-outil française. Les entreprises étaient familiales et sans moyens, elles ne pouvaient investir ni en hommes, ni en bien équipement, ni en recherche. C'est pourquoi la quasi-totalité d'entre elles a disparu ou a été rachetée par des étrangers. De l'argent, Berthier en a eu. Malgré cela, il lui a fallu 3 ans pour constituer son réseau commercial à l'étranger. Et aujourd'hui, le groupe fait 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Ces pièces s'en vont au Chili à destination d'un atelier pour l'entretien de matériel d'une mine de cuivre. Est-ce que dans les pays où vous êtes implantés, les postes d'expansion économique vous aident? Pour répondre tout à fait honnêtement, c'est très variable. Je dirais qu'une chose est certaine, c'est que depuis quelque temps, on assiste à une prise de conscience de la part des postes que finalement les grands contrats français, ce ne sont pas uniquement les Airbus et les centrales nucléaires, mais que ça peut être d'autres biens d'équipement, dont la machine-outil. Prise de conscience un peu tardive, certes, mais il faut dire que pendant longtemps, la machine-outil française n'était pas compétitive. Aujourd'hui, rien n'est gagné, mais des entreprises comme MFL peuvent peut-être, si l'État continue de les soutenir, reconquérir les parts de marché perdues. On continue avec les maths. Le chiffre suivant, c'est la Bourse de Paris, plus 2,2% pour les valeurs françaises en une seule séance. Ce vendredi a permis de rattraper toute la baisse de la semaine. Le dollar, en revanche, lui, s'effrite. Il cotait à Paris 6 francs 26. C'est que les résultats de la balance commerciale américaine, eux aussi, sont mauvais. Cela dit, dans le domaine des gros sous, il y a des préoccupations plus immédiates. Les affaires de l'été, par exemple, n'ont pas été très bonnes en France. Les commerçants des stations estivales ne sont pas très satisfaits quand ils dressent leur premier bilan. Cet été, il y avait moins de monde, qui dépensait moins d'argent et qui restait moins longtemps. Enquête, Alain Doubeski, Jean-Louis Boussert. Cette plage de la Méditerranée, d'après vous, est pleine à craquer. Eh bien non. Selon l'œil averti des commerçants, on pourrait y mettre plus de monde encore. Celle-ci sur l'Atlantique vous semble suffisamment fréquentée, là encore on se plaint. Première explication, après un hiver très rude, les citadins se sont rués sur les plages dès les vacances de Pâques. Vous avez eu ensuite la chance ou la malchance, je ne sais pas comment vous dire, mais de 2 week-ends qui ont été, en particulier le week-end du 1er mai et du week-end du 8 mai, qui ont été longs, si bien qu'on a eu une fréquentation tellement importante qu'on se demande si les portefeuilles n'étaient pas relativement vides, au point qu'au début du mois de juillet, il y avait une fréquentation qui était un peu plus faible que d'habitude. La tonalité est la même sur Atlantique et Méditerranée. Baisse de fréquentation et des explications qui se rejoignent. Oh, un petit peu moins de fréquentation, bien parce que sans doute les personnes se réservent la possibilité d'aller à la montagne en hiver et donc dépensent moins en été et viennent moins longtemps aussi. Oui. Des départs plus nombreux avant l'été, c'est une façon nouvelle de prendre des vacances qui se dessinent. Aujourd'hui, les salariés ont tendance à fractionner leurs 5 semaines de congé, d'où des séjours plus courts. On étale toujours 3 ou 4 semaines l'été et 1 semaine l'hiver. Oui. Ce qui fait que ça vous force aussi à étaler vos dépenses? Bien sûr, oui. Vous dépensez moins l'été? Oui, enfin on se modère, quoi. On vient ici, on fait pas de folie, quoi, ici. Hein. Des départs plus fréquents, c'est une enveloppe vacances qu'il faut répartir. Alors, on rogne sur le superflu. Oui, bonsoir. Quel sujet? Les affaires, ça marche aussi bien que l'an dernier? Ah, mais il y a une sacrée différence avec l'année dernière.
Nous avons 2 magasins. Sur les 2 magasins, on fait le même chiffre que l'année dernière en un seul. Alors il y a eu un problème de temps pour notre article, il y a eu un problème de temps, un peu de concurrence, il y a eu moins de fréquentation de la station et surtout moins d'argent. Moins de monde, moins d'argent, à cela il faut ajouter le mauvais temps pour avoir une explication complète à ce début d'été maussade. Sans être catastrophique, loin de là, car le mois d'août s'annonce meilleur, ce début de saison est un signal d'alarme pour les professionnels du tourisme. Certains estiment que l'ère de l'expansion rapide et continue est terminée. Il va falloir retenir les Français, promouvoir les stations, les animer, sous peine de voir les vacanciers partir vers l'étranger, là où pour le même prix, on propose en plus dépaysement et soleil garanti. En politique française, Jean-Marie Le Pen propose aux autres leaders de la majorité une concertation à quelques mois du début de la campagne présidentielle. Il le dit dans l'hebdomadaire Le Point. Pour l'instant, les leaders n'ont pas fait connaître leur réponse. Et à ce propos, tout de même, Simone Veil sur TF1 a dit très clairement que les partis de la majorité devront se déterminer sans ambiguïté par rapport au Front National de Jean-Marie Le Pen. Le référendum en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS ne participera pas à la campagne électorale sur RFO, Radio France Outre-mer. Les indépendantistes maintiennent donc leur mot d'ordre de boycott de ce référendum. Les retombées de la guerre Iran-Irak et notamment le problème de ceux qui fournissent des armes aux 2 belligérants. En ce moment, c'est la Belgique qui s'interroge. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire et le patron du port de Zeebruges a reconnu qu'il y avait du trafic dans ces eaux. Reportage, Gérard Beaufils, Franck Brichet. Sous haute surveillance à quai, à l'extrémité de l'ancien môle du port de Zeebruges, ce bateau est en train de charger des explosifs et des munitions. Depuis des années, Zeebruges sert en effet régulièrement au transit d'armes et d'explosifs. 20 000 tonnes ont été par exemple importées et exportées l'année dernière, 6 000 tonnes déjà pour les premiers mois de l'année 87. Si ces opérations qui se déroulent discrètement, parfois même de nuit, sont effectuées sous le contrôle d'un fonctionnaire du ministère des Affaires économiques, si la nature des cargaisons est dûment répertoriée, rien ne permet de contrôler en revanche la véritable destination de ces navires que l'on retrouve parfois amarrés dans les ports de pays belligérants. À notre connaissance, aucun navire n'a quitté le port de Zeebruges à une telle destination. Là, nous pouvons être formels, sauf si en mer, en dehors des eaux territoriales, le capitaine a changé, sur instruction de n'importe qui, la destination des marchandises. Mais là, aucun moyen de contrôle, je pense pour personne, certainement pas pour l'autorité portuaire. Dernière destination officielle de ces bateaux chargés d'explosifs et de munitions, l'Argentine, le Brésil, Jeddah en Arabie Saoudite ou bien encore Lagos au Nigeria. Tous ces navires sont-ils arrivés à leur vraie destination? Impossible à dire. Quoi qu'il en soit, ces manutentions d'explosifs profitent au port de Zeebruges qui perçoit une taxe de 110 francs belges par tonnage. Quant aux grutiers et aux dockers, ils peuvent doubler leur salaire grâce à une prime de risque et même le quadrupler si les manutentions se déroulent de nuit et le week-end. Et dans le golfe arabo-persique, pendant ce temps-là, on ne pense plus qu'aux mines. Il y en a partout, y compris à l'extérieur, semble-t-il. Et tout le monde veut déminer maintenant. Radio Téhéran a annoncé tout à l'heure que des bateaux iraniens allaient commencer le déminage. Réponse des dirigeants des Émirats. Non merci, ce n'est pas la peine. La France, de son côté, a annoncé l'envoi d'un 3e chasseur de mines. Le point dans le golfe, Gilles Rabine. Pour ne plus voir cela, des pétroliers qui stoppent leurs machines et qui jettent l'ancre pendant la nuit par peur des mines flottantes, l'Iran vient de proposer très sérieusement à l'Arabie Saoudite et aux Émirats du Golfe Persique de reconvertir en dragueurs de mines ces vieux bateaux de pêche, mais aussi ces boutres, si paisibles. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont en bois, une condition indispensable pour ne pas sauter sur la première mine venue. Mais aussi parce que l'Iran, qui propose de nettoyer lui-même les eaux du Golfe, ne possède que 2 dragueurs de mines et n'a pas, en l'occurrence, les moyens militaires de son ambition politique. Aussi, cette proposition iranienne de déminage a-t-elle peu de chances d'être retenue, d'autant qu'elle est assortie d'une demande de navigation dans les eaux territoriales saoudiennes. En attendant qu'arrive sur place le renfort technique des dragueurs de mines occidentaux, le trafic maritime restera perturbé et l'Iran, dont le Golfe constitue le seul débouché possible pour son pétrole, risque fort de devenir la victime principale de ses propres mines. Maintenant, de toutes parts, des voix s'élèvent pour trouver un règlement négocié à cette crise dans le Golfe arabo-persique. Monsieur Klibi, le secrétaire général de la Ligue arabe, était reçu par le président Mitterrand ce matin. Il souhaite l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez. Cette situation, j'ai dit pour ma part à M. le Président que nous la considérons comme extrêmement
inquiétante, préoccupante, et qu'elle requiert de la part de la communauté internationale une attention soutenue. Quelle solution préconisez-vous? Eh bien, il n'y a pas de solution arabe pour cela, il y a une solution internationale. C'est la résolution qui a été votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité et qu'il s'agit d'appliquer. Dans la guerre des ambassades, nouvelle polémique à propos de Walid Gorgi. Jacques Vergès, l'avocat connu pour la manière dont il manie les dossiers explosifs, Jacques Vergès affirme que M. Gorgi devrait bénéficier de l'immunité diplomatique et donc ne devrait pas avoir à se rendre à la convocation du juge Boulouk. Le Quai d'Orsay a immédiatement répliqué en réaffirmant le contraire. En Autriche, Kurt Waldheim tente de retrouver sa crédibilité. Un livre blanc vient d'être rendu public à propos des accusations portées contre lui sur ses activités nazies pendant la guerre. En Afrique du Sud, le conflit des mineurs noirs s'aggrave, la grève se poursuit, des affrontements ont fait près de 76 blessés près de Johannesburg. Au Tchad, on recherche une solution négociée au conflit de la bande d'Aouzou avec la Libye. Tout à l'heure, Philippe Lefebvre a pu joindre au téléphone Goukouni Wedei, le principal opposant d'Hissène Habré, le président tchadien, Goukouni Wedei est actuellement en exil à Alger. Philippe Lefebvre lui a demandé son point de vue sur la bande d'Aouzou. Écoutez. La bande d'Aouzou, pour moi, appartient au Tchad. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'attitude du président Hissène Habré? Je suis totalement opposé à son système, de sa manière de reconquérir la bande d'Aouzou, alors que ce problème serait réglé par l'Organisation de l'Unité africaine. Je suis entièrement disposé à discuter, à négocier avec Habré pour retourner dans le pays, mais je pense que Hissène n'a pas l'intention d'accepter cette réconciliation. Quels sont actuellement vos rapports avec la Libye? Mes rapports avec la Libye restent toujours comme par le passé. Il faut privilégier la réconciliation intertchadienne et ensuite, une fois la réconciliation faite, trouver une solution entre le Tchad et la Libye pour que les liens entre le Tchad et la Libye soient préservés. En Corée du Sud, poursuite des mouvements de protestation, manifestations et parfois affrontements. Pourtant, en ce moment, le gouvernement de Séoul multiplie les gestes et cherche l'apaisement. Pierre Serra. Officiellement, c'est pour célébrer le 42e anniversaire de l'indépendance que le régime sud-coréen rend la liberté à 1300 prisonniers politiques. Mais la motivation principale du président Chun, c'est de tenter de calmer le jeu. Les grèves, en effet, se développent à travers tout le pays. Elles touchent près de 250 usines et toutes les activités économiques et industrielles, y compris les ports. On compte 40 000 grévistes et des dizaines de milliers d'ouvriers en chômage technique. Deux revendications principales pour les travailleurs sud-coréens. Ils réclament des augmentations de salaire et le droit de constituer des syndicats libres promis par Chun le 1er juillet dernier. Côté étudiants, à l'université de Séoul, ce sont presque les mêmes visages. La même détermination en tout cas et le même combat pour la démocratisation du pays. Face aux forces de l'ordre d'un régime sérieusement ébranlé et qui demeure sur la défensive. À Berlin, cela fait 26 ans que le mur a été construit, je vous le disais hier. Cela a été l'occasion de manifestations de part et d'autre du mur. À l'Est, 250 jeunes Allemands de l'Est ont manifesté hier soir devant le mur, donc à la hauteur de la porte de Brandebourg, pour réclamer le démantèlement de ce mur. Et puis de l'autre côté du rideau de fer, c'est-à-dire à l'Ouest, une cinquantaine de personnes ont également manifesté au même moment en reprenant des slogans hostiles à la séparation des deux Allemagnes. Enfin, ces deux faits divers dans deux pays très éloignés l'un de l'autre, une explosion à Séoul en Corée du Sud et puis l'effondrement d'un immeuble en construction au Brésil. Emmanuel Vanier. Un océan de flammes, a raconté un témoin. Pendant 2 heures, les explosions se sont succédées dans la décharge, empêchant les 500 pompiers d'approcher. 6 maisons détruites lors de la première explosion, dont l'origine reste d'ailleurs inconnue, plus une vitre debout à 4 km à la ronde. Tout le périmètre a été évacué. La décharge contient encore des milliers de fûts de produits chimiques. Comme ceux-ci, ils peuvent exploser à tout instant. Déjà 10 morts, dont 2 enfants et une cinquantaine de blessés. Au Brésil, les pluies récentes sont sans doute à l'origine de l'effondrement d'un immeuble en construction. Bâti en plein centre-ville, il était haut de 13 étages. 30 ouvriers ont trouvé la mort sous ces décombres. 15 autres ont eu la chance incroyable de ne pas être broyés sous ces tonnes de béton.
Les cornemuses et les binious, c'est en ce moment à Lorient, dans le Morbihan. Toute la ville résonne des délicieux ululements de ces doux instruments. C'est le festival interceltique, le 17e du nom, qui rassemble des milliers de personnes. Cela dure jusqu'à lundi. Reportage, Anne Gainsburger. Lorient, la Celte, chaque nuit ressuscite ses légendes à l'appel des cornemuses, des bombardes et des binious. Près de 300 000 fidèles dans les rues pour cette 17e édition du festival. Ici, on boit, on danse et on chante souvent jusqu'aux aurores. Défilés et concerts pour toutes les communautés celtiques d'Europe. Plusieurs langages mais un seul passé, celui du peuple de la nuit. Consacré par une création du duo Elias-Moreau, l'oratorio. Le temps coule sans arrêt et sa longueur ou sa brièveté, comme on dit, dépend de ce que nous savons en faire. Je parle en langage de soleil. Les Celtes sont le peuple de la nuit parce que les Celtes ont toujours calculé le temps qui passe, non pas selon le soleil, mais selon la lune, selon la nuit. C'est la première fois que l'on a fait monter des binious et des bombardes sur un orchestre classique. Et au début, les musiciens classiques n'étaient pas très chauds pour cette aventure-là parce que c'était un risque à courir. Alors l'oratorio montre cette sorte de coulée de la civilisation celtique qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas non plus de fin, et où le présent n'existe pas. En sport, un nouveau record du monde en natation. Il a été battu à Brisbane, en Australie, par l'Américain David Wharton. Il a nagé le 400 mètres 4 nages, messieurs, en 4 minutes 16 secondes 12 centièmes. En automobile, Formule 1, premiers essais du Grand Prix d'Autriche à Zellweg. Alain Prost n'a pas été très brillant, il n'a fait que le 9e temps. La première séance d'essai, voilà, l'accident de Johansson, le partenaire d'Alain Prost, il avait rencontré une biche. Le meilleur temps, c'est Nelson Piquet. Pardon, c'est Nigel Mansell qui a réalisé le meilleur temps. Non, c'était Nelson Piquet, c'est lui que vous avez vu, il a réalisé le meilleur temps devant Nigel Mansell. Voilà, c'est les deux Williams Honda en tout cas qui ont réalisé les deux meilleurs temps de cette première séance d'essai devant Berger et Boutsen. Elvis, 10 ans après, il y a 10 ans en effet, Elvis Presley mourait dans des circonstances qui d'ailleurs sont toujours mystérieuses. 10 ans après, on mesure mieux les raisons de son succès ou tout simplement de son génie. Elvis reste un mythe, mais un mythe qui ne s'est pas démodé. James Dean, Rudolph Valentino, par exemple, ne sont plus que des souvenirs. La musique d'Elvis, elle, n'a pas pris une ride. Un hommage ce soir sur Antenne 2 à 22h20 avec un document exceptionnel. Ça s'appelle This is Elvis. Cela retrace sa vie. Dans nos journaux, dimanche soir en particulier, nous lui rendons aussi hommage. Pour l'heure, voici un document émouvant, une interview de lui, et puis ensuite un extrait de chanson, l'une de ses dernières prestations. Il était déjà très malade. Cela rend, je crois, le document d'autant plus émouvant. Écoutez. Are you satisfied with the image you've established? Well, the image is one thing, and a human being is another, you know. What about your image as a shy, humble country boy? Oh, I don't know what makes them think that. You know, the gold belt and It's called My Way. And now the end is near. And so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. To think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself?
qui donc chantait la chanson de Claude François quelque temps juste avant sa mort. Il y a un tiercé demain, c'est à Deauville. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 6, le 5, le 10, le 2, le 3, l'As, le 13 et le 12. Et demain, il fera beau. Sophie Davant, c'est tout simple. Oui, le soleil rendra hommage lui aussi à Elvis Presley. Ce sera le king de la journée avec des températures en légère baisse par rapport à aujourd'hui. Je propose de regarder l'image satellite, vous allez comprendre pourquoi. Avec une masse d'air froid qui va progresser, qui va traverser la moitié nord, progresser vers le sud, qui va nous envoyer une petite instabilité sur la moitié nord du pays, des petits nuages, mais qui va surtout rafraîchir l'atmosphère. Et puis un bel anticyclone qui va stationner sur la moitié sud. Résultat sur la carte du temps prévue pour demain, des brumes le matin qui se dissiperont rapidement sur la moitié nord pour laisser place à des passages nuageux en alternance avec de très belles éclaircies, et puis du soleil sur le sud avec une matinée orageuse sur les Pyrénées, sur le massif central et les Alpes, du soleil l'après-midi et des orages qui devraient reprendre dans la soirée sur les Pyrénées, et puis le Mistral se lèvera légèrement sur le pourtour méditerranéen. Les températures, je vous le disais, elles sont en légère baisse, c'est tant mieux car il a fait vraiment très chaud, surtout dans le sud-ouest. Aujourd'hui, nous en avons parlé en début de ce journal. Elles s'échelonneront entre 21 degrés à Cherbourg et à Brest jusqu'à 27 degrés sur la moitié nord. Il fera 25 degrés demain à Paris et de 28 à Limoges jusqu'à 32 degrés. 32 degrés à Perpignan, à Nîmes et à Marseille. Voilà, demain nous serons le samedi 15 août. Il y aura 3 minutes de soleil en moins. Un soleil qui se lèvera à 6h44, qui se couchera à 21h06. Nous fêterons les maris et ce sera l'Assomption. Merci beaucoup Sophie, cette édition du journal est donc terminée. Le prochain rendez-vous c'est tôt dans la soirée, c'est à 22 h. Jacques Merlino vous présentera la dernière édition, juste avant donc l'émission This is Elvis, consacrée à Elvis Presley, qui elle sera à 22h20. Demain 13 h, Daniel Lecomte, excellente soirée sur Antenne 2.